C'est elle. Je l'ai vue. C'est Élise qui a volé cet argent, s'écria Claire, la belle-mère d'Élise, au proviseur. Je l'ai vue de mes yeux. Voici toute l'histoire. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu une belle-mère aussi cruelle dans la vraie vie, face à face. Les murs de la maison semblaient rétrécir chaque jour un peu plus, comme s'ils voulaient étouffer Élise. À 17 ans, elle avait appris à marcher sans bruit, à respirer sans se faire remarquer. Depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, cet endroit n'était plus un foyer. C'était une cage froide et hostile, où chaque mot, chaque regard pouvait devenir une arme. Son père, Marc, avait disparu dans sa propre vie. Il sortait à l'aube, prétendant chercher du travail, mais Élise savait qu'il fuyait. Il fuyait les silences oppressants, les éclats de voix de Claire, sa nouvelle femme, et peut être aussi le fantôme de sa première épouse, dont le souvenir flottait encore dans les coins sombres de la maison. Marc rentrait tard, les yeux baissés, ses épaules voûtées comme s'il portait le poids d'une vie qu'il ne comprenait plus. Élise, elle, n'avait pas le luxe de fuir. Elle restait, encaissait, survivait. Claire, sa belle-mère, était une femme aux angles tranchants, grande, toujours vêtue de tailleurs impeccables. Elle avait une beauté froide, calculée, comme une statue taillée dans la glace. Son sourire était une façade, un masque qu'elle ajustait selon son public. Avec les voisins, elle jouait la femme irréprochable, la mère dévouée. Mais avec Élise, elle laissait tomber le voile. Ses mots étaient des aiguilles, piquant juste assez pour faire mal sans laisser de marque visible. « Tu pourrais au moins ranger ta chambre, Élise. Ce n'est pas un hôtel ici, » lançait-elle, son ton mielleux cachant à peine le mépris. Pour Claire, Élise n'était pas une fille, pas une famille. Elle était un fardeau, une intruse dans la maison qu'elle avait conquise après la mort de la mère d'Élise. Et puis, il y avait Théo, son fils de 15 ans, son trésor, son roi. Théo, avec ses cheveux en bataille, son rictus provocateur et ses notes désastreuses, était le centre de l'univers de Claire. Elle voyait en lui un génie incompris, un diamant brut. Même quand il passait ses journées à jouer sur son téléphone ou à traîner avec des amis aux allures de petits voyous. Élise, elle, voyait un gamin gâté, brutal, qui la regardait comme si elle était une tache sur son monde parfait. Mais Élise avait un refuge, l'école. Là-bas, elle était intouchable, meilleure élève de sa classe. Elle collectionnait les félicitations des professeurs, leurs regards admiratifs, leurs encouragements murmurés. « Tu iras loin, Élise », disait Madame Dubois, sa professeure de français, avec un sourire sincère qui contrastait avec l'hypocrisie de Claire. Élise ne travaillait pas pour les compliments, elle travaillait pour s'échapper. Une bourse d'excellence, offerte par le lycée, était sa porte de sortie. Une université prestigieuse, un logement étudiant, une vie où elle n'aurait plus à calculer chacun de ses gestes pour éviter les reproches. L'entretien pour la bourse était dans 2 semaines et Élise y pensait sans cesse. Dans sa chambre, le soir, elle répétait son discours, peaufinant chaque phrase, chaque intonation, comme un général préparant une bataille. Elle imaginait le comité, les questions pointues, les regards scrutateurs. Elle serait prête. Elle devait l'être. C'était sa seule chance. Ce mercredi matin, le monde a basculé. Le ciel était lourd, d'un gris qui semblait absorber toute lumière. Élise avait cours de sport en dernière heure, une corvée qu'elle endurait en silence, ses baskets couinant sur le sol du gymnase. Après la séance, elle s'était rendue compte qu'elle avait oublié son cahier de littérature dans la salle de classe. Elle était revenue sur ses pas, seule dans les couloirs déserts de l'école. L'air sentait le désinfectant et la craie, une odeur familière qui la rassurait.
Mais en passant devant le bureau du directeur, elle s'est figée. La porte était entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer un ray de lumière. À l'intérieur, Claire, sa belle-mère, dans son tailleur gris anthracite, fouillait les tiroirs du bureau avec une rapidité fébrile. Ses gestes étaient précis, mais ses mains tremblaient, trahissant une nervosité qu'Élise ne lui connaissait pas. Elle a vu Claire sortir une enveloppe Kraft, épaisse, lourde. Elle l'a ouverte d'un geste sec, révélant des billets, des dizaines, peut-être des centaines, soigneusement empilés. Élise, cachée dans l'ombre du couloir, a senti son cœur s'arrêter. Que faisait Claire ici ? Elle n'avait rien à faire dans ce bureau, dans cette école. Elle n'était pas une employée, pas une professeure. Elle était une intruse, mais ce qui a suivi a brisé quelque chose en Élise. Claire ne s'est pas contentée de prendre l'enveloppe. Elle s'est tournée vers le sac d'Élise. Posé sur une chaise près de la porte, elle l'avait laissé là avant le sport, comme à son habitude. Avec un regard rapide autour d'elle, Claire a glissé l'enveloppe dans le sac, refermé la fermeture éclair avec soin et quitté la pièce. Ses talons ont claqué sur le linoléum, un son sec et régulier, comme un conte à rebours. Élise est restée figée, le souffle court, les poings serrés. Elle voulait crier, courir après Claire, lui arracher l'enveloppe et la vérité. Mais elle a attendu que les talons s'éloignent, que le silence reprenne ses droits. Puis, elle a agi. Elle s'est glissée dans le bureau, le cœur battant à tout rompre. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle a ouvert son sac. L'enveloppe était là, lourde, accusatrice. Elle l'a saisie, pensant la remettre dans le tiroir du directeur, là où Claire l'avait prise. Mais un bruit de pas dans le couloir l'a arrêtée net. Quelqu'un approchait, un professeur, un gardien, elle n'en savait rien, pas le temps. Paniquée, elle a glissé l'enveloppe sous son pull, contre sa peau, et s'est dépêchée de quitter le bureau, son sac à la main. Elle a couru jusqu'à la sortie, le souffle court, l'enveloppe pesant comme une pierre contre son ventre. Elle n'avait pas pu la remettre à sa place, mais elle ne l'avait pas laissée dans son sac non plus. Claire voulait la piéger. Elle ne la laisserait pas faire. Dans le bus qui la ramenait chez elle, Élise fixait son reflet dans la vitre, à peine reconnaissable sous la lumière blafarde. L'enveloppe, toujours cachée sous son pull, semblait brûler sa peau. Qui était-elle devenue ? Une victime ? Une accusée ? Ou quelque chose d'autre, quelque chose de plus dangereux ? Elle repensait à sa mère, à ses mots doux, à ses encouragements. « Tu es plus forte qu'eux, Élise, toujours. » Mais ce soir-là, la voix de sa mère semblait lointaine, étouffée par la rage qui montait en elle. Le lendemain, la convocation est arrivée comme une lame. Élise a été appelée au bureau du directeur. Le maire, un homme au visage sévère, aux lunettes trop grandes qui glissaient sans cesse sur son nez. Il était assis derrière son bureau, les mains croisées, le regard lourd. « On m'a rapporté que de l'argent volé a été vu dans votre sac, Élise, » a-t-il dit, sa voix basse, presque triste. « Je pensais que vous étiez une élève exemplaire. » Il n'avait pas l'enveloppe en main. Élise l'avait sur elle, cachée sous ses vêtements, mais les soupçons pesaient sur elle. Claire avait dû parler, dénoncer, jouer son rôle de femme outrée. Élise a senti ses joues s'enflammer, non pas de honte, mais d'une colère sourde. Elle aurait pu parler, crier la vérité, dire qu'elle avait vu Claire, qu'elle savait tout. Mais qui la croirait ? Une orpheline de 17 ans, sans appui, sans voix, contre une femme adulte, respectée, qui jouait la comédie de la mère parfaite. Elle a baissé les yeux, murmuré un « je ne sais pas de quoi vous parlez » d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas, et quitté le bureau. Dans le couloir, elle a croisé le regard de Madame Dubois, qui lui a lancé un sourire inquiet. Élise a détourné les yeux. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Pas maintenant.
En rentrant chez elle, elle a appris la seconde trahison, comme un coup de poignard dans une plaie déjà ouverte. Claire, avec son culot habituel, avait proposé Théo pour la bourse. Théo, qui n'avait jamais ouvert un livre sans qu'on le menace, qui passait ses journées à traîner avec des amis douteux et à défier l'autorité. Claire avait convaincu le comité que son fils, malgré ses résultats médiocres, avait un potentiel inexploité. Elle avait présenté des lettres de recommandation probablement falsifiées et un discours larmoyant sur les difficultés de Théo qui n'avait besoin que d'une chance pour briller. Élise, avec l'accusation de vol planant au-dessus d'elle, n'était plus crédible. La bourse, son seul espoir, lui glissait entre les doigts comme du sable. Ce soir-là, à table, l'atmosphère était irrespirable. Claire dominait la conversation, comme toujours, sa voix aiguë et assurée remplissant la pièce. « Théo a un avenir brillant », disait-elle, posant une main possessive sur l'épaule de son fils. « Il suffit qu'on lui donne les moyens. » Théo ricanait, lançant des regards provocateurs à Élise comme s'il savourait sa chute. Marc, fidèle à lui-même, restait silencieux, triturant son assiette sans lever les yeux. Élise, elle, mangeait mécaniquement, ses doigts serrant sa fourchette jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Chaque mot de Claire était une aiguille, chaque ricanement de Théo une gifle. Mais dans sa tête, un plan prenait forme. Elle n'allait pas se laisser faire, pas cette fois. Elle repensait à un souvenir, un des rares moments où elle s'était sentie forte. Elle avait 13 ans et sa mère, encore vivante, l'avait emmenée au bord d'un lac un été. Elles avaient passé l'après-midi à lancer des cailloux dans l'eau, riant des ricochets. « Tu sais, Élise, » avait dit sa mère, ses yeux brillants sous le soleil, « la vie, c'est comme ces cailloux. Tu peux viser juste ou tu peux rater. Mais même si tu rates, l'important c'est de continuer à lancer. » Ce jour-là, Élise avait ri sans vraiment comprendre. Mais ce soir, dans la maison oppressante de Claire, ces mots résonnaient comme un défi. Elle allait lancer son caillou. Et elle ne raterait pas. Tard dans la nuit, quand la maison était plongée dans l'obscurité, Élise s'est glissée dans le salon. Le sac de Claire, un modèle en cuir noir qu'elle traînait partout comme un trophée, était posé sur le canapé. Élise le connaissait par cœur. Elle savait que Claire gardait son téléphone dans une pochette rouge, à gauche, toujours à la même place. Avec une précision presque mécanique, elle a sorti l'enveloppe Kraft de sous son pull, où elle l'avait gardée cachée depuis la veille. Ses gestes étaient lents, délibérés, comme si elle accomplissait un rituel. Elle a glissé l'enveloppe dans la pochette de Claire, refermé le sac, vérifié que tout était en place et regagné sa chambre. Son cœur battait très fort, mais ses mains ne tremblaient pas. Elle s'est allongée, les yeux fixés au plafond, incapable de dormir. Des images défilaient dans sa tête. Le visage de Claire, confiant et cruel. Le regard déçu de monsieur le maire, la voix de sa mère, lointaine mais persistante. Était-ce mal? Était-ce juste? Elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait pas laisser Claire gagner. Le lendemain, Élise a agi. En passant devant le bureau de Madame Dubois, elle a glissé un mot anonyme sous la porte. Quelques lignes écrites à la hâte sur un bout de papier arraché d'un carnet. Vérifiez le sac de Claire Vasseur. Vous trouverez des réponses. Elle n'a signé d'aucun nom. Elle n'avait pas besoin. Madame Dubois, connue pour sa droiture et son sens aigu de la justice, ferait le reste. Élise est repartie, le cœur battant, mais avec une étrange sérénité. Elle avait lancé son caillou. Maintenant, il fallait attendre les ricochets. 2 jours plus tard, l'école était en ébullition. Claire a été convoquée. Élise, depuis le fond du couloir, l'a vue entrer dans le bureau du directeur,
son assurance habituelle légèrement ébranlée. Ses talons claquaient moins fort, son sourire était moins sûr. Quand elle en est ressortie, 1 heure plus tard, son visage était rouge, ses lèvres pincées, ses yeux lançant des éclairs de colère. L'enveloppe avait été trouvée dans son sac. Les mêmes billets, la même pochette rouge. Le maire, avec sa voix grave et son regard déçu, a répété les mêmes mots qu'à Élise. « Je pensais que vous étiez quelqu'un de respectable. » Claire a nié, bien sûr. Elle a crié, accusé tout le monde, parlé d'un complot, d'une erreur, d'une vengeance. Mais personne ne l'écoutait. Les preuves étaient là, implacables, accablantes. L'argent volé, retrouvé dans son sac, racontait une histoire qu'elle ne pouvait pas défaire. La bourse est revenue à Élise. Elle était de nouveau la candidate idéale, la fille brillante qui méritait sa chance. Les professeurs lui souriaient à nouveau. Madame Dubois lui a même tapoté l'épaule en disant « Je savais que tu n'avais rien fait de mal ». Mais Élise ne ressentait pas de triomphe, pas vraiment. Quelque chose en elle s'était fissuré. À la maison, l'atmosphère était devenue irrespirable. Claire ne parlait plus. Elle se contentait de fixer Élise, ses yeux lançant des éclairs de rage et de peur. Elle savait qu'Élise avait retourné son piège contre elle. Mais elle ne pouvait rien prouver. Théo, lui, était plus agressif que jamais. Il la bousculait dans les couloirs. « Tu crois que t'as gagné, hein ?» a-t-il sifflé un soir, son visage trop proche du sien. Élise n'a pas répondu. Elle s'est contentée de le regarder calmement jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Marc, lui, restait silencieux, évitant les conflits comme on évite une tempête. Élise continuait. Elle étudiait, préparait son départ pour l'université, comptait les jours jusqu'à ce qu'elle puisse quitter cette maison pour de bon. Mais elle repensait à ce qu'elle avait fait, à l'enveloppe glissée dans le sac, aux mots anonymes. Était-ce de la justice ou juste une vengeance habilement déguisée? Elle se demandait si elle était devenue comme elle, comme eux. Elle repensait aux mots de sa mère au bord du lac. « Continue à lancer, Élise. » Mais à quel prix? Elle avait lancé son caillou et les ricochets avaient tout emporté. La confiance de Claire, la bourse de Théo et une part de son innocence. La justice est rarement propre. Pour sortir de la boue, il faut parfois salir ses mains plus que ceux qui vous y ont poussé. Élise l'avait appris à ses dépens. Et toi, qu'en penses-tu? Élise a-t-elle eu raison de tendre ce piège? Ou est-elle devenue aussi toxique que sa belle-mère? Dis-le-moi et abonne-toi pour d'autres histoires touchantes.